Hello et bienvenue dans cette première interview dans les coulisses. Je suis Cécile, des Aventurières, et avec Laure, on va te présenter quelqu'un que tu connais peut-être déjà puisque c'est Aline Bartoli de The Bee Boost. Alors, on a eu très envie d'interviewer Aline pour cette première parce que, déjà parce qu'elle est hyper sympathique et qu'on s'est dit que la bonne humeur de The Bee Boost avec notre valeur chez les Aventurières, notre valeur principale qui est la joie, ça allait faire des chocs à pic. Et tu vas pouvoir constater dans l'interview que ça a bien matché. Aline, elle est donc business coach pour entrepreneurs. Elle a un business florissant et on avait envie de savoir un petit peu quel était l'envers du décor, comment elle en est arrivée là et mieux connaître son histoire puisque c'est une serial entrepreneur, une entrepreneur de naissance en fait. Et puis c'était une bonne occasion, en tout cas pour Laure et moi, de la rencontrer. Moi, ça fait quelques années que je connais Aline par réseau social interposé et c'est la première fois qu'on se voyait en vrai, en tout cas par écran interposé, qu'on pouvait échanger. C'était très cool. Donc, dans cette interview, tu vas voir, tu vas pouvoir voir quel est le business model d'Aline, en fait, le système mis en place qui lui a permis d'atteindre un chiffre d'affaires à 7 chiffres, 1 million d'euros, juste là, avant ses 30 ans. Et puis derrière, comme elle le dit elle-même, ça vient du livre Comme par magie d'Elisabeth Gilbert, la tartine de merde qu'il y a à manger en face, donc le coût à payer les obstacles sur le chemin, parce que voilà, c'est pas toujours tout rose la vie d'entrepreneur. Je te laisse découvrir ça. Tu vas voir aussi son système d'apprentissage qui est assez particulier. Et puis, le petit délire à la fin de l'interview, suite à la question qui tue de Laure pour conclure l'interview. Je te laisse découvrir tout ça dans l'interview d'Aline de The Bee Boost. Hello Aline, je suis ravie de t'accueillir, enfin on est ravis de t'accueillir dans cette interview vidéo qui est notre première, donc tu es un peu notre cobaye. Donc pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, je ne sais pas si ça existe en fait dans le milieu de l'entrepreneuriat en ligne. Donc aujourd'hui, on reçoit Aline Bartoli qui est business coach pour les entrepreneurs. Donc toi, ton truc, c'est d'aider les entrepreneurs à développer leur business en ligne. Et ce qui nous fait très plaisir aujourd'hui, c'est que j'allais dire ton deuxième truc, mais ton truc parallèle, c'est la bonne humeur. Et comme nous, une de nos valeurs, c'est la joie, je pense que ça va être trop bien, cette Ça matche interview. pas mal, oui. Ouais, ça se présente bien. Toi, tu es une entrepreneur dans l'âme. Je vais te laisser te présenter, en dire un peu plus sur toi. Mais j'ai noté que tu avais lancé 5 business. Et je sais que ton papa était entrepreneur aussi. Donc voilà, je vais te laisser en parler. J'ai quand même noté sur ta page à propos que tu avais un bac plus je ne sais combien en utilisation de GIF animés. Et je me suis dit que c'est dommage qu'on n'ait pas ça sur Zoom. On aurait pu faire une super conversation, toutes les trois. Voilà, je te laisse te présenter et puis après, on va enchaîner avec les questions. C'est vrai que des fois, avec mon équipe, on s'amuse à faire des conversations uniquement en GIF, donc c'est très, 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 très drôle. Et merci pour ton introduction. Je suis trop contente d'être là. Et bonjour à tous. Du coup, j'ai l'impression d'être à la radio, c'est trop ouf. Du coup, effectivement, comme tu l'as dit, je suis coach business et mon boulot, c'est d'aider les entrepreneurs, les freelances, les artisans, etc., à développer leur business, développer leur chiffre d'affaires, trouver plus de clients, principalement avec les moyens aujourd'hui du marketing digital en ligne via Internet. Pas que, mais principalement parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, c'est la meilleure manière, le plus simple pour tout le monde de le faire. Et voilà, ça se traduit principalement par de la formation en ligne, anciennement du coaching, mais c'est plus à l'heure d'aujourd'hui. Et sinon, beaucoup, 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 beaucoup de contenu gratuit, type podcast, articles, vidéos, etc. Ok, trop bien. Euh, j'ai envie de commencer par, on a un petit quiz sur les modes de fonctionnement que d'ailleurs les gens qui écoutent, et si vous avez envie de le faire, et on trouve lesaventurières.com/quiz avec un ou deux Z, a priori les deux fonctionnent. Et tu as eu le résultat exploratrice qui me réjouit évidemment parce que moi-même je suis une exploratrice. Est-ce que tu peux juste nous dire qu'est-ce que tu as reconnu là-dedans, qu'est-ce que c'est pour toi être une exploratrice, c'est-à-dire un fonctionnement plutôt extraverti et flexible.
Ouais, j'étais un peu, je t'avoue, j'étais surprise par les résultats. De toute façon, moi, à chaque fois que je fais un test de personnalité, je suis surprise par les résultats parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc, là où les traits où je me suis reconnue, c'est le fait de savoir foncer sans avoir toutes les informations en main, le fait de pouvoir voir l'inspiration et s'inspirer de absolument tout et n'importe quoi. Euh, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme point aussi. Voilà. Après, il y avait d'autres trucs où je me reconnaissais un peu moins dans le profil. Ouais, on était toutes les deux, en tout cas, on trouvait que le côté donc, flexible et structuré, c'est un peu deux. Et Cécile et moi, on est en opposé sur tous les modes de fonctionnement. Et flexible, c'est plus tendance à fonctionner à la deadline et à la dernière minute. Et structuré, c'est plus une facilité à avoir une vue d'ensemble et du coup à préparer des étapes en amont. Et on se disait que tu devais sans doute être un peu au milieu parce qu'on te voyait plus de l'extérieur comme quelqu'un qui a une vue d'ensemble et qui est capable justement de mapper des étapes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste que Mais en tu te fait, c'est plantes vrai dans les bien? deux sens. C'est vrai dans les deux sens. J'ai cette capacité à avoir des projets, des deadlines, les organiser, mettre des étapes très précises, etc. Par contre, quand j'ai une to-do list à faire, je fonctionne que à la deadline, c'est-à-dire que tu vois les tâches se reporter de jour en jour sur ma to-do list jusqu'à arriver la veille de la vraie deadline où je peux plus faire marche arrière. Et là, je fais tout à ce moment-là, quoi. Tu vois. Donc le projet est prêt, mais la réalisation, c'est à la dernière minute. Tu es flexituré, en fait, c'est ça. Voilà, je suis flexiturée, ouais. Ou structurible, comme tu veux. Mais ouais, C'était quoi le rêve ou la motivation ou l'élan de base qui t'a fait te dire je lance ma boîte et peut-être tu peux nous parler de tes différents projets parce que du coup, cinq entreprises, j'imagine que c'était aussi voilà, des élans, des moments de vie différents. Yes. Alors après, 5 entreprises, ça a été 5 projets dont certains ont à peine vu le jour, dont d'autres étaient vraiment plus, entre guillemets, des side projects sans avoir forcément une vocation à exploser, etc. Mais effectivement, après mes 4 premiers projets, c'était beaucoup. Donc, il y avait The Bee Boost, il y avait mon activité freelance en retouche photo. J'avais un studio photo de portraits un peu oniriques, etc., que j'ai fait pendant très longtemps, ça. J'avais une autre activité de photo que j'ai monté un moment, mais qui a duré juste quelques mois, je crois, une année tout au plus, qui était axé photothérapie. Donc là, avec des portraits plus tendance intérieur pour aider les gens à prendre confiance en eux, etc., leur offrir une super expérience et tout. Et il y avait le fameux business qui est, je crois, le business le plus court de mon existence, qui a duré 7 mois, qui s'appelait Pixelbiz, qui était une espèce de tentative, je ne veux pas dire loupée, mais de tentative de fusionner mes connaissances en marketing digital et information en ligne et mes compétences de retouche photo. Et à la base, c'était un business qui apprenait aux entrepreneurs à créer leur propre visuel, leur propre identité visuelle, etc. Enfin bref, voilà, ça mixait un peu les deux. Et ça, finalement, ça a vu le jour, mais bof, ça a été vite, j'ai vite passé à autre chose, quoi. Donc ça, c'était pour le petit historique de pourquoi je parle de 5 business. Aujourd'hui, il me reste que The Big Boost et ça me va très, très bien comme ça. Et effectivement, l'envie de devenir entrepreneur, je dis toujours, et c'est pas une blague, que je l'ai toujours eu. C'est-à-dire que même à l'école primaire, je disais à tout le monde, je voulais être chef d'entreprise. Quand les copains, ils voulaient être chanteuse, maîtresse d'école ou vétérinaire, moi, je voulais être chef d'entreprise comme mon papa, tu vois. Et en fait, ça ne m'a jamais quittée. Alors, ça a été chef d'entreprise dans la décoration d'intérieur, ça a été dans le cinéma, ça a été dans la publicité, ça a été dans plein de choses, mais c'était chef d'entreprise. t'as essayé le salariat ou pas du tout? Il me semble que tu as essayé un tout petit Oui, peu. alors, une fois et demie, je vais te raconter ça. La première fois, c'était quand, on va dire qu'à la fin de mes études, j'ai fait 1 an à l'étranger, à New York, où je suis restée là-bas 1 an, j'ai bossé là-bas. Et quand je suis revenue, je me suis dit, c'est le moment de me mettre à mon compte. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais 0 sous sur mon compte bancaire. Et puis mes parents ont fait comme tous les parents responsables, après bon, ça reste mon opinion, doivent faire, c'est que, OK, on te paye tes études, on te paye ta vie, on paye tout, mais à partir du moment où tu décides d'arrêter tes études, bah, tu te démerdes, quoi. Moi, j'étais en mode, bon, bah, je vais gagner des sous suffisamment pour avoir quelques mois de confort et me lancer en tant que freelance et monter ma boîte dans la retouche photo qui était mon dada du moment. Et donc, en fait, j'ai bossé comme caissière pendant 6 ou 8 mois, je sais plus, il faudrait que je retrouve mes fiches de paye. Mais donc là, ouais, expérience salariée à ce moment-là, première expérience salariée. Et la deuxième qui était, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'expérience salariée ou pas, c'était quand j'étais du coup retoucheuse photo freelance. Je bossais beaucoup dans des agences et à un moment, j'ai bossé énormément avec une agence spécifiquement pendant presque 1 an. Alors, ce n'était pas en temps plein, mais c'était par exemple des fois pendant 1 mois et demi, j'étais chez eux, mais au même rythme qu'un salarié, j'allais tous les jours, etc. À tel point qu'au bout d'un moment, ils m'ont fait une proposition de salariat. Et j'en m'entendais tellement bien avec l'équipe, j'adorais la boîte que
Alors, c'était drôle, j'ai accepté puis refusé. Je crois que j'ai fait 4 allers-retours dans le bureau de la DG dans la même journée. Elle en pouvait plus à la fin. Je disais oui, non, oui, non. Et au bout d'un moment, elle dit mais Aline, mais décide-toi, quoi, tu veux ou tu veux pas? Et j'ai dit bon, bah finalement oui. Donc, j'ai dit oui à ce salariat. Le problème, c'est que j'ai jamais signé mon contrat. Le contrat est resté pendant 1 mois sur mon bureau, jusqu'au moment où elle m'a mis tellement la pression en me disant bon, bah, Aline, tu le signes ton putain de contrat de salariat ou pas? Alors que j'avais commencé quand même à bosser et tout. Et moi, j'étais en mode bah non, en fait, je préfère rester entrepreneur. Et du coup, voilà. Donc, il n'y avait pas de contrat signé. Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'expérience salariale. Mais voilà. Mais je pense que j'ai bien fait, plus avec le recul. Ouais, t'avais vraiment, en fait, tu penses que c'est parce que ton père était entrepreneur que tu avais vraiment enfin, qu'est-ce qui te motivait à être. Après tout, on peut avoir un papa entrepreneur et se dire, moi, je ne veux pas faire ça. C'était quoi? C'était la liberté? C'était l'indépendance? Et qu'est-ce qui te motivait à être si décidé de lancer ta boîte toute jeune, j'allais dire, dès le départ? Et je pense qu'effectivement, c'est pas parce que mon père était entrepreneur que j'ai voulu le faire, parce que la preuve, mes frères et sœurs, il y en a qui sont dans le salariat, qui sont très bien comme ça et qui n'envisagent pas forcément de se lancer, etc. Je pense juste que là où ça m'a aidé, c'est que ça m'a montré ce qui était possible dès le début. J'ai eu les 2 exemples, donc ça m'a déjà levé une première barrière que beaucoup de gens rencontrent aujourd'hui, qui est, en fait, on ne savait même pas que c'était possible. On ne savait même pas que c'était faisable à notre niveau. Donc, moi, je n'avais pas cette barrière-là, donc j'ai pu faire mon choix en toute connaissance de cause. Et ce qui me plaisait, c'était non seulement le côté effectivement très libre au niveau de l'emploi du temps, de la localisation, de l'organisation, des tâches à réaliser, de la direction qu'on souhaite prendre, mais aussi beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de plafonnement en termes de challenge et de résultats. Et en termes de résultats, je parle aussi bien de paye, de rémunération, que de choses à fournir, que de reconnaissance, que de choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, j'aime cette vie où en fait, tu te construis la vie que tu veux et la vie pour laquelle tu travailles. Et on va dire que pas les récompenses, mais on va dire que le retour que tu obtiens est seulement à hauteur de toi, tes investissements et de ton travail. Et il n'est pas plafonné par des règles extérieures que tu ne contrôles pas, quoi. Okay. Je kiffe. C'est trop une pépite pour moi, cette histoire de... Il n'y a pas de plafond de niveau de challenge et de résultats, parce que j'aime bien que tu mettes les deux dans le package, au sens où c'est la réalité qu'il n'y a pas de... tu crois à un moment qu'il y a quelque chose qui commence à rouler et un nouveau challenge complètement improbable et inconnu au bataillon Toujours. débarque parce que tu ne pouvais pas le prévoir avant. Et en fait, c'est vraiment, je déteste ce mot anglais, mais un lifestyle. C'est soit tu prends le package complet et effectivement, il n'y a pas de plafond, mais il n'y a pas de plafond non plus au challenge. Soit tu ne prends pas le package et voilà, il n'y a pas de problème avec ce choix-là. Mais oui, j'aime bien cette idée de il n'y a pas de plafond, ni de challenge, ni de résultat. Je trouve ça très parlant. C'était En termes de... Elena. Pardon? Vas-y. Je voulais juste rebondir sur le côté, effectivement, les challenges qui viennent tout le temps. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Big Magic de Elena Gilbert, qui est celle qui a écrit, je crois, Mange, Prie, Aime de mémoire. J'espère ne pas dire de bêtises. Mais elle a écrit ce bouquin de plus dev perso qui s'appelle Big Magic sur la créativité et l'innovation. Et elle dit à partir d'un moment où tu prends une décision, il faut être prête à manger la tartine de merde qui vient avec. Et elle te dit, pour chaque bonne décision, chaque beau résultat, tu as une tartine de caca qui vient avec et il faut être prêt à la bouffer. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, effectivement. Il faut le dire. Ouais. En termes de timeline, je me demandais, c'est combien de temps s'écoule c'est à quelle date à peu près que tu commences à lancer ton business de freelance de retouche photo jusqu'à aujourd'hui The Bee Boost? Alors, j'ai commencé à vendre mes prestations en photo à 17 ans. Donc, juste au moment où j'ai eu mon bac, en fait. Mais c'était juste le week-end et tout. Je faisais mes études à côté. Le moment où je suis vraiment devenue freelance à temps plein, c'était en 2014 2014. Okay. Voilà. Donc, attends, je suis en train de refaire la chronologie dans ma tête. Ça devient compliqué au bout d'un moment quand on avait plein de trucs. Ouais, donc 2014, 2015, freelance à temps plein. Et The Bee Boost, création de The Bee Boost en juillet 2018 et passage à temps plein sur The Bee Boost en septembre 2019. Okay. Donc là, ça va faire 2 ans tout pile à temps plein. Okay. Et du coup, on reparlera après de comment, de The Bee Boost maintenant, mais pour rester sur vraiment toi en tant qu'entrepreneur et dirigeant de l'entreprise à ce stade de ton business, je me doute que ça va être oui, mais est-ce qu'il y a encore des questions, des doutes, de l'inconfort? On a un petit peu parlé de ça avant, mais
Ouais, voilà, c'est quoi maintenant les challenges et ou est-ce que non, c'est bon, là, tout roule maintenant, ouais. Tout roule, ma vie est parfaite, j'ai atteint le nirvana et ce niveau où tu n'as plus aucun problème et que tu as que des belles choses qui t'arrivent tout le temps et j'ai décroché. Non. Ah, Non, quelle joie! ouais, quelle joie. Non, mais je crois qu'inconsciemment, on le sait consciemment que ça n'existe pas, mais inconsciemment, on a tous l'impression qu'à partir d'un certain moment, les choses vont devenir plus simples, plus faciles et que tout va rouler, se débloquer, qu'en fait, en gros, tu donnes un bon coup de collier au début et qu'après, ça roule. En tout cas, dans mon parcours, ça n'est pas du tout comme ça, c'est même l'inverse, c'est que plus les choses évoluent et grandissent, plus ça devient compliqué. Et plus ça te Vas-y, demande désespère tous Ouais, les non, mais auditeurs tout après, de encore une suite. fois, c'est cette histoire de tartine de merde parce que les choses deviennent de plus en plus compliquées, mais les récompenses et l'épanouissement à côté devient de plus en plus. Enfin, c'est exponentiel en fait dans les deux sens. Donc au final, tu restes hyper épanoui dans ce que tu fais. Et pour répondre directement à ta question, oui, il y a toujours des gros challenges. Et en ce moment, les challenges, c'est déjà apprendre à être une leader pour mon équipe et pour ma communauté. Ça, il n'y a pas de formation à l'école qui t'apprend comment j'ai managé une équipe et comment les motiver, les inspirer au quotidien. Gros challenge du moment, apprendre à gérer mon énergie, parce que je me suis complètement cramée et j'ai du mal à me remettre. Et donc, ça va être la suite. Et je suis vraiment en train d'apprendre à faire les choses avec patience, avec écoute de moi-même, chose que je n'avais jamais appris à faire auparavant. Et il y a aussi comment est-ce qu'on porte et qu'on supporte un business qui commence à devenir énorme en termes de chiffre d'affaires, mais aussi d'exigence, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de communautés, ça exige beaucoup de ressources. Et comment est-ce qu'on apprend en fait à supporter ça sans se laisser bouffer ni écraser? Et comment est-ce qu'on accompagne cette croissance, pareil, tout en se préservant nous-mêmes, quoi. Donc, je me souviens encore à l'époque, mais encore une fois, je pense qu'on a toujours les problèmes qu'on a la capacité à supporter. Effectivement, au début, mes problèmes, c'était comment je réponds à ce mail client qui n'est pas très content. Et là, aujourd'hui, mes problèmes, c'est comment j'optimise fiscalement mon entreprise pour ne pas me payer des centaines de milliers d'euros d'impôts chaque année. Enfin, tu vois. Mais c'est ça, on a c'est ce que tu disais, ça va, enfin, les problèmes grossissent avec les avantages, le bonheur de l'autre côté, quoi. Et Et nous-mêmes, on a quand même. on a les problèmes on a la capacité de gérer aussi. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Je ne veux pas faire peur aux gens qui nous écoutent. Oui, On se construit le mindset et les capacités pour résoudre oui, ces problèmes. c'est cool. Oui, c'est ça. Et puis, comme tu dis, moi, je trouve ça important. Il y a toujours des moments. Moi, je sais qu'il y a toujours des moments où je me dis, ah, c'est pas possible. Il y en a qui doivent pas avoir de problème. Ou tu sais, j'ai un peu dans des moments plus de doute ou toujours ce mythe de ah putain, je suis sûre qu'il y en a qui arrivent à gérer sans avoir de problème ou qui sont déjà dans ce nirvana avant de revenir à la réalité de bah non, en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et c'est juste ce que tu dis, quoi. Tu acceptes le package et du coup, c'est cool. Ou tu es en déni d'une partie du package et du coup, la tartine de merde est dans un coin en train de t'attendre, mais elle ne va pas se manger toute seule, quoi. Mais je crois que soit tu la bouffes, soit tu glisses dessus et que tu te casses la gueule au bout d'un moment, mais il va falloir faire ton choix. J'adore, c'est très métaphorique cette conversation. C'est vraiment très beau, très très beau. Ouais, c'est bien, c'est qu'on dit. poétique, c'est floral, on adore. Mm, mm. On sent que c'est trois âmes poètes qui échangent ensemble. Mais oui, carrément. Cécile, tu veux passer sur la partie business? Ouais. Du coup, justement, aujourd'hui, The Bee Boost, dans le concret, en fait, c'est comment est-ce que c'est d'où vient ton chiffre d'affaires, en fait. En gros, c'est tu vends quoi, à qui. Alors, on a vu aux entrepreneurs, mais ouais, moi j'aime bien détricoter la machine, en fait, pour bien comprendre c'est quoi ton business model, comment, ouais, en gros c'est ça. Enfin voilà, on parle le même langage, donc tu vas comprendre, mais combien d'offres, c'est quoi les tarifs, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Ok, donc actuellement, la réponse est extrêmement simple. On vend de la formation en ligne, point. Je vends plus de coaching individuel, je vends plus de coaching de groupe, je vends plus d'autres choses. Donc, formation en ligne, point. J'ai une toute petite mini formation à 47 € qui est un calendrier Instagram en fait avec 365 idées de posts pour chaque jour, tu sais quoi poster, etc. J'ai une petite formation. Je suis en train de me dire, là, il reste laquelle en ligne?
Parce qu'il y a des trucs que des fois, je les mets en ligne, d'autres fois, je les enlève et tout. Bref, j'ai des petites formations à 149 €. Je ne sais pas te dire à l'heure d'aujourd'hui qu'est-ce qui est en ligne et qu'est-ce qui ne l'est plus et qu'est-ce qui doit l'être. Et j'ai toujours pas fait la page de vente. J'ai des trucs qui traînent. Tu vois. Bref, j'ai des petites formations en ligne à 149 € sur des thèmes précis comme l'organisation, Pinterest, la visibilité, les choses comme ça. Et ça c'est, on va dire, 5% de mon chiffre d'affaires, 80-85%, un énorme programme de formation en ligne qui s'appelle la BSB Academy. Ça dure 4-5 mois, dans lequel j'accompagne en fait les entrepreneurs sur tout un système de A à Z pour développer leur business. Et on refait les bases classiques qu'on connaît tous, hein, les prix, les tarifs, le client idéal, la stratégie de communication, apprendre à se vendre, l'organisation, etc. Ok. Et du coup, si ce n'est pas top secret, mais je ne pense pas, vu que je suis un peu tes contenus, c'est actuellement ton chiffre d'affaires, ça en est où? Actuellement, depuis le 1er janvier 2021, sachant qu'on est le 27 août 2021, c'est ça? Oui, enfin à peu près, tu vois, dans quel... Ouais, à peu près, on a passé le million. Ah ouais, ok. On est... Champagne? Ouais, champagne, c'est vrai. Ouais, il faut Franchement, célébrer. bravo. Mais c'était la belle. En fait, je n'avais même pas capté qu'on l'avait passé en faisant ma compta fin juillet. Je me suis dit, ah, bah dis donc. Il y a un chiffre de plus que d'habitude. Ouais, c'est grave, il y a 7 chiffres, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Non, c'était une belle surprise et j'avoue que j'avais pas capté qu'on était aussi près, donc j'étais contente. C'était Bah un beau ouais, challenge. tu m'étonnes, bravo. Et je m'étais dit le million avant les 30 ans et voilà. Et je l'ai Et fait à bah 29. objectif atteint. Objectif atteint, check. Suivant. C'est dans la bucket list. Comment enfin moi ça quand j'entends ça je me dis waouh c'est trop cool et en plus c'est une boîte sur laquelle comme tu disais tu es à plein temps depuis 2 ans du coup. Comment comment qu'est-ce que toi tu vois comme étape pour arriver à ce résultat rapidement, j'ai envie de dire, mais en même temps pas rapidement parce qu'il y a toutes tes expériences avant et évidemment ça compte beaucoup dans l'entrepreneuriat, tout ce qu'on tente et tout ce qu'on vit avant. D'après toi, c'est quoi les étapes et le système que tu as mis en place pour que pour avoir ce résultat-là en fait? Alors, j'ai des réponses très claires. Après, effectivement, et c'est bien de le souligner, ça reste mon parcours. Donc, je sais que vous êtes convaincus de ça aussi, mais il n'y a pas une recette miracle qui va vous aider à faire 1 million dans votre business et tout le reste, c'est de la merde. Enfin, c'est ce qui a fonctionné pour moi. C'est qu'avant d'être à temps plein sur The Bee Boost, pendant 1 an, c'était un hobby, c'était une passion. Donc, c'était en parallèle de ma pseudo-aventure de pseudo-salariat et de l'agence de freelance. Et quand j'étais freelance, donc je bossais toute la semaine comme freelance et le soir et le week-end, j'étais sur The Bee Boost. Et ça, c'est le premier élément, c'est que pendant 1 an, en fait, j'ai développé une communauté 100% en organique, hyper engagée parce que j'étais passionnée par ce que je faisais. Et donc, en fait, quand je me suis lancée à temps plein de manière payante en proposant des coachings, etc., j'avais déjà une très grosse communauté derrière. Quand je dis très grosse communauté, c'est que je crois qu'il y avait 6 000 ou 7 000 personnes sur Instagram. Donc, c'est gros pour certains, pas gros pour d'autres, mais c'est des gens très, très, très engagés, ce qui fait que j'ai jamais eu aucun souci à vendre. Donc, première étape, avoir pris le temps de construire cette communauté avant. Deuxième étape, lancer un produit relativement cher, entre guillemets, 1 500 € mon programme, en tout cas au dernier prix, dans le sens où faire 1 million avec un produit à 10 €, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ça demande plus de clients qu'avec un produit à 1 500 €. C'est des simples mathématiques. Se concentrer sur un seul produit. Au début, j'avais beaucoup de formations, puis finalement, en fait, c'est pas gérable parce qu'il faut tout le temps les mettre à jour, gérer des services clients différents, des offres, des machins. Donc, moi, ça a bien fonctionné de me concentrer sur un seul produit et le développer, le relancer encore et encore de manière exponentielle. Puis, du coup, ce produit, plus tu le perfectionnes, plus il devient qualitatif et plus ta communauté grossit, plus tu vends aussi à chaque lancement, on va dire, une conversion à 3% sur une audience de 10 personnes ou de 10 000 personnes, bah forcément, tu ne fais pas le même chiffre d'affaires derrière. Donc voilà, construction de la communauté en amont, se concentrer sur un seul produit assez premium et le développer, le scaler et le peaufiner en fait par itération tout le temps et pas s'éparpiller dans tous les sens. Merci parce que voilà, c'est madame. Hyper précieux. Hyper précieux. Du coup, toi, tu vends avec des lancements ton produit. Tu fais des lancements ou enfin, je veux dire, les portes s'ouvrent à seulement un certain moment et on peut rentrer à certains moments seulement. C'est pas de la vente en continu avec une
Non, Enfin, effectivement. le produit, la Pour BD. 85% du chiffre d'affaires, effectivement, c'est un lancement. Donc, on fait 85% du chiffre d'affaires en 10 jours. C'est toujours très drôle. Et après, effectivement, il reste les petits trucs qui tournent, comme je parlais du calendrier Instagram, des petites offres. Ça tourne moitié en organique, moitié avec de la publicité, spécialement Facebook, Instagram. Mais oui, le gros, c'est des lancements. Mais j'adore ça. C'est ça. Je crois que je suis en train de perdre Laure. Laure, elle est très pensive d'un coup. Non, je suis en train de me dire que je suis en train de me demander en fait comment tu passes le cap de stress, entre guillemets, c'est-à-dire quand tout le chiffre d'affaires est concentré sur une petite partie de l'année. Je me dis, moi, spontanément, la vache, c'est comme mettre tous ses œufs dans le même panier. Tu vois, s'il y a un lancement qui capote ou si le reste du temps, tu investis beaucoup pour préparer ce lancement et que ça ne donne pas les fruits que tu fais, quand j'entends ça, je me dis, oh mon Dieu, 85% de chiffre d'affaires en 10 jours. Hyperventile. Mais je peux prendre 30 secondes pour répondre à ta question ou ça sort trop du cadre? Non, vas-y. Non, vas-y. Je pense qu'il y a deux choses. C'est que déjà, effectivement, ça demande de l'argent de faire un lancement. Alors, on ne va pas mentir, mon tout premier lancement, je crois que j'ai investi 3 ou 4 000 euros. Donc, ce n'était pas cher. On a fait 220 000 euros de vente derrière ou 250 000 euros de vente derrière. Je ne sais plus. Bref, il y a toujours un peu d'investissement, mais je n'investis jamais de l'argent que je n'ai pas ou de l'argent qui me mettra en difficulté. C'est-à-dire que si à un moment, je peux investir, je dis n'importe quoi, que 50 euros de pub Facebook, parce que sinon, je sais que je vais devoir hypothéquer ma maison, j'investis que 50 euros en pub Facebook. Donc, je sais que je ne vais jamais me retrouver sous un pont. Ça, c'est, et je n'investis pas de l'argent, je ne prends pas de risque en fait, avec mon argent. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, c'est qu'effectivement, il y a le challenge, j'ai la pression de se dire ça a intérêt à marcher. Mais il y a aussi cette confiance de dire, bon, au pire du pire, même si ça floppe, je n'ai pas perdu d'argent ou alors je n'ai pas perdu de l'argent indispensable. Et puis, ce n'est pas grave, je referai un coaching de groupe ou je referai du coaching individuel, puis j'en tirerai les bonnes leçons, etc. Mais j'ai vraiment cette capacité et je pense que ça m'aide beaucoup au quotidien à me détacher complètement des résultats que je produis dans mon business et qui ne sont pas un reflet de ma valeur en tant que personne, entre guillemets. C'est-à-dire que pour moi, c'est deux choses séparées et qu'effectivement, on n'est jamais sûr qu'un lancement va marcher. Bon, jusqu'ici, je touche du bois, du singe, tout ce que vous voulez, ça s'est plutôt très, très, très bien passé. Mais si un jour ça devait se casser la gueule pour une raison X ou Y, même indépendante de ma volonté, du style, il y a un énorme crash Internet dans mon immeuble et je ne peux pas faire mon lancement, je ne serai pas sous un pont, ça va me faire chier, je vais certainement pleurer et bouffer de la glace pendant une semaine, mais après, ça sera reparti comme en l'an 40, quoi. Très bien. Je trouve ça intéressant que tu dises, voilà, que ce que je vois, c'est que du coup, c'est oui, c'est pas toi et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotions et de moments durs à passer, mais on sait qu'on va s'en remettre en fait, que ça va passer. Je suis de la team, si tu l'as fait une fois, tu peux le faire deux, quoi. Oui, c'est ça. Du coup, dans ton système pour te faire connaître au départ, comme tu disais, pendant un an, ça a été de l'organique pur, essentiellement avec Instagram, c'est ça? Instagram, le podcast et le blog, ouais. Ouais. Et Pinterest. Oui, c'est vrai, et Pinterest. Et après, donc du coup, les premiers produits, tu n'avais pas investi en publicité, c'est seulement après que tu as investi en publicité ou tu as commencé la pub dès les tout premiers offres? Non, c'est en fait, j'ai fait de la pub pour la première fois avant le lancement de la première BSB Academy, donc ça fait 1 an tout pile maintenant. Donc, c'est-à-dire, on a commencé la pub à l'été 2020. Oui, c'est ça, l'été 2020. Et avant, c'était que la vente en organique auprès de la liste email et de Instagram. Ok, c'est intéressant. Et comment ça, quand tu dis, du coup, j'avais mon podcast, mon blog, Instagram et Pinterest, la question que j'entends et que je vois beaucoup dans la communauté, c'est tout ça, c'est des trucs sur lesquels il faut faire venir du monde pour que ça. Parce que si tu fais un podcast et que tu le lâches dans le vide, tout le monde s'en fout. Si tu fais un compte Instagram et que personne ne le suit, tout le monde s'en fout. Comment tu as fait pour que ce système-là, il attire du monde, en fait, pour que ce ne soit pas juste des pierres lancées dans le grand vide de l'Internet Effectivement, question très pertinente. Alors, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est déjà que j'ai fait les choses une par une. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord le blog, ensuite il y avait Pinterest. Quelques semaines après, c'était très vite. Le podcast, il est arrivé peut-être 8 mois après. Enfin voilà, ces choses, elles sont venues les unes après les autres. Pour chacun de ces piliers, je me suis un petit peu formée. Alors, quand je dis formée, c'est que je n'ai pas suivi de formation. J'ai passé une petite heure ou une petite journée à consommer des contenus gratuits, à lire des articles sur la question. Mais je me suis formée un minimum sur comment ça fonctionne. Genre, par exemple, comment fonctionne l'algorithme Apple Podcast de podcast. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, je vais être dans le top 10 et que le lendemain, je vais être à la position moins 450 milliards. Pourquoi, comment, et que 3 semaines après, je vais être de nouveau dans le top 10. Bref,
comprendre comment ça marche. En fonction de ça, mettre en place des habitudes de publication, de création de contenu en tenant aussi compte de l'algorithme. Et après, au bout d'un moment, en fait, ça crée un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on rajoute ces fameuses pierres une par une en sachant exactement comment les poser avec les algorithmes. Et ensuite, ça s'auto-nourrit, c'est-à-dire que dans mon podcast, je fais des liens vers l'Instagram. Dans l'Instagram, je fais des liens vers YouTube. Dans YouTube, je fais des liens vers ma liste email. Et en fait, ça crée un cercle vertueux, quoi. Ok, donc peut-être plus proche de ce qu'avait fait Cécile. Nous, on n'a pas du tout, donc avant de fusionner, on avait 2 business séparés et on n'a pas du tout fait grossir nos business de la même façon. Cécile étant plus côté team algorithme. Et du coup, la communauté vient parce qu'il y a l'algorithme qui a été compris et que les gens peuvent te trouver facilement, en fait. C'est pas team algorithme et team humain, évidemment, c'est comment les humains te trouvent. Et moi, j'ai lu 2 secondes d'un truc de SEO, je me suis dit, ah, ça me fait chier, je vais faire ça. Après, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'il faut faire, les genres de mots qu'il faut dire. Ah, ok, ça me fait chier aussi, je ne vais pas faire ça. Et du coup, j'ai fait beaucoup de partenariats parce que j'étais incapable de suivre une recommandation d'algorithme. Et donc, j'ai fait des partenariats, des échanges, même des événements en présentiel et beaucoup misé sur le réseau qui se déploie par réseau, en fait, un peu un système de toile d'araignée. Et clairement, quand Cécile a vu l'état du blog des aventurières, elle m'a dit à l'avantage d'être chargée de les référencements, parce que c'est difficile de faire pire, en fait, que ce qui existe. De pouvoir... Elle dit, j'ai vraiment plus aucune pression parce que je ne peux que aller vers Ça le ne haut, peut étant donné qu'être que mieux. c'est nul à chier. Je ne l'ai pas dit comme ça. Tu l'as dit exactement comme ça. Voilà, on balance du dossier. Il y a une certaine marge de progression, une marge de progression certaine. Toi, c'était team algorithme. Est-ce que tu as aussi eu ces trucs de faire des partenariats, des échanges ou des interviews comme on fait là? Parce que du coup, ça permet de mélanger les communautés et de faire se connaître et de faire découvrir à sa communauté des gens cool, en fait. Ouais, je pense que j'ai vraiment fait des allers-retours entre les deux. Enfin, je pense que je suis au parfait milieu entre vous deux, en fait. Au début, c'était que de l'organique parce qu'au début, il n'y avait aucune pression, aucune attente, aucun challenge derrière. C'était juste communiquer, quoi. Et puis, quand j'ai vu que ça a commencé à bien prendre et que moi, je suis une femme de challenge, du coup, je me suis lancé le challenge de développer le truc. Forcément, on se renseigne du point de vue de l'algorithme. Mais après, moi, je l'ai juste pris, par exemple, l'algorithme Instagram. Une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, je ne me suis pas dit, je vais poster pour l'algorithme, mais je vais prendre quelques petits trucs d'algorithme qui vont m'aider à peaufiner ce que je fais. Exemple tout simple, l'utilisation des hashtags. Avant, je faisais comme tout le monde, comme tout le monde qui ne connaît pas Instagram, c'est-à-dire que je mets des hashtags, 3-4 hashtags au pif en fonction de ce que je suis en train de raconter dans mon post. Puis quand tu comprends qu'il suffit d'organiser tes hashtags d'une certaine manière pour augmenter tes chances de visibilité, tu commences à le faire, ou rédiger tes descriptions d'une certaine manière, tu commences à le faire. L'idée, ce n'était pas de faire passer l'algorithme avant ma communication, mais plutôt de me dire, est-ce que je peux optimiser la communication telle que je la fais pour des êtres humains avant tout? Mais je sais qu'avec 2-3 petits changements, des fois imperceptibles, ça peut plus plaire à l'algorithme. Dans ce cas, c'est 2 pierres d'un coup, quoi. Ou d'un coup de pierre, je ne sais plus comment on dit. Une pierre deux coups. D'une pierre deux coups, voilà. 2 pierres d'un coup aussi. Trop bien. Ok. Merci. Ouais, il y a plein de façons de créer de la visibilité et de l'attraction. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, comme on a dit au début, sur ton profil, suite au test, tu te sentais quand même entre structuré et flexible. Et je trouve que, pour moi, les trucs d'algorithme, c'est vraiment un truc de structuré. Et par contre, le réseautage, c'est un truc de flexible. Et peut-être aussi d'extraverti, je sais pas, mais je sens vraiment un truc, tu vois, chez moi, je sais que le côté structuré aime beaucoup le SEO, le Pinterest, qui est aussi, qui l'était en tout cas, c'est de moins en moins le cas, mais du référencement également pur. Et du coup, c'est marrant parce que, comme tu dis, tu es entre nous deux et je crois qu'on a une extrême flexible et une extrême structurée. Donc, Moi, je suis la Suisse, ça tombe bien, tu vois. c'est ça. C'est ça. En tout cas, merci pour ce tour d'horizon de ton système, en fait, plus marketing, quoi. Parce que c'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui... Voilà, c'est un exemple et qui évolue aussi, en fait, dans le temps, quoi. Donc, merci pour ça. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, du coup, aujourd'hui, tu as un peu évoqué le sujet au début. Aujourd'hui, tu travailles avec quel rythme, en fait? Alors, je ne sais pas si c'est régulier ou si tu as si tu as un lancement, si tu fais 85% du chiffre d'affaires en 10 jours, j'imagine que ça doit être 10 jours assez intenses en termes de rythme de travail.
Du coup, voilà, quel est ton rythme? Est-ce que c'est régulier et voilà. Et est-ce que ça a toujours été comme ça, en fait? Ou est-ce que c'est quelque chose qui évolue? Alors, c'est compliqué pour moi de répondre à cette question, surtout à l'heure où on enregistre cette interview, parce qu'on est tous en fin de vacances, retour de vacances, etc. Et que j'ai traversé une grosse période de down. Donc, pour l'instant, j'ai un rythme hyper cool. Je dois travailler, je pense, 4 à 5 heures par jour, grand max, parce que je ne peux pas faire plus, en fait, en termes d'énergie. Avant ça, avant de tomber du haut de ma falaise, je pense que je bossais bien 10 à 12 heures par jour, quasiment 7 jours sur 7, et j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc, ça explique aussi la progression du business, mais je ne le recommanderais à personne. Et ouais, voilà, exactement comme tu dis, Laure. Bon, après, voilà, je fais partie de cette team d'enfants à qui t'as beau dire le feu, ça brûle, il ne l'aura pas compris tant qu'il n'aura pas foutu la main dedans. Donc, bon, c'est un peu mon système d'apprentissage à moi. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, 4-5 heures par jour, grand max, ça va reprendre tout doucement en courant septembre pour monter un peu plus le rythme. Et sinon, avant, je travaillais entre 12. Puis, les derniers mois de 2021, là, avril, mai, juin 2021, ça pouvait aller jusqu'à 14 heures par jour facilement, quoi. Ok, ouais. D'où le petit retour de bâton. D'où le gros retour de bâton. PS, spoiler à l'audience, je ne conseille ça à personne parce qu'évidemment, 14 heures par jour, ce n'est pas 14 heures de travail productif et efficace, hein, qu'on s'entende bien. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. J'aime bien cette phrase, mon système d'apprentissage, c'est mettre la main dans le feu pour vérifier que ça brûle vraiment. En fait, c'est depuis le mois de décembre, janvier, tout mon entourage me disait attention Aline, tu es en train de t'épuiser, ça va pas, on voit ton corps qui lâche, repose-toi. Et moi, j'étais en mode non, laissez-moi, je suis la plus forte. Les autres, ils craquent, mais pas moi. Bah, tu parles. Et Ouais. je sais pas si c'est. Enfin, moi, je vois que. Moi, j'ai été salariée pendant pas mal de temps. Enfin, pas mal de temps. Je sais plus combien, mais quelques années. Et du coup, je remarque que c'est vachement dur de décorréler. Tu parlais tout à l'heure de décoller sa valeur de son entreprise. C'est clair que c'est déjà une première étape qui t'aide à souffler un peu. Mais décorréler la valeur de ce que tu produis du temps que tu y passes, je trouve que c'est aussi une étape compliquée. Et comme tu as une équipe, bah, y a plein de trucs que tu n'as plus besoin de faire parce que c'est eux qui s'en occupent. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est facile d'accepter de travailler moins ou du coup, bah, les tâches sont déléguées quelque part, c'est du temps que tu pourrais récupérer. Et cette équation, bizarrement, elle ne fonctionne pas comme ça. Tu récupères pas le temps que tu as délégué directement même pas en égal ou en 0,75 fois ce que tu as délégué. J'aimerais bien que tu en dises un peu plus sur comment ça se passe avec l'équipe, justement. Qu'est-ce que tu vois de ça et quel impact ça a sur ton temps de travail aussi, si ça en a eu un? Alors, dans mon historique à moi, ça n'a pas eu vraiment d'impact dans le sens où j'ai attendu un peu tard pour recruter, c'est-à-dire que les recrutements sont arrivés quelques semaines / mois après le moment où ils auraient dû venir de base. Donc, en fait, ils sont arrivés à des moments où j'étais tellement sous l'eau que la personne prend suffisamment de charge de travail pour moi, me permettre de sortir la tête de l'eau, mais il y a quand même tout un temps, et ça, il ne faut pas l'oublier, que toi, tu ne passes plus à faire les tâches de cette personne, mais que tu passes quand même à la manager, à la briefer, à la former, etc. Donc, par exemple, pour une personne qui te libère 100 en termes d'unités de temps, toi, tu ne vas pas récupérer 100 unités de temps. Tu vas en récupérer peut-être, je sais pas, 75 ou 60 en fonction du besoin de la former, de la manager. Donc, il y avait ça. Et puis, ouais, donc je pense que ça m'a évité de couler de manière trop violente, ça c'est sûr. J'ai, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, moins eu la sensation d'avoir récupéré énormément de temps. C'est en train de se mettre en place parce que l'équipe, on a recruté beaucoup, l'équipe est en train d'être formée, d'être 100% opérationnelle, on est en train d'augmenter les heures de tout le monde. Donc, au final, là, je vais rentrer à partir de maintenant dans un cercle où je vais vraiment pouvoir voir les résultats en termes de travailler moins tout en continuant à faire grossir les résultats, quoi. Il y a combien de personnes dans l'équipe actuellement? Alors, je distingue 2 parties dans l'équipe. Il y a une partie qui est l'équipe pédagogique, en fait, qui était avec moi sur la PSB Academy, avec les mentors et les modérateurs, les pauvres, le lapsus. Les mentors et les modérateurs. Donc là, il y avait 1, 2, 3, 5 personnes. Et sinon, dans l'équipe plus organisation, gestion du quotidien, il y avait 6 personnes. Je recompte parce que je ne sais jamais. 1, 2, 3, 4. Ouais, 5 et demi. Voilà. Ok. Ça fait une Ok. belle équipe du coup. Ça commence à être une jolie équipe. Ouais. Merci en tout cas de partager tu vois, ce que tu traverses là et le fait que, voilà, que ça a un coût et des fois, ça a un coût qu'on ne mesure pas très bien jusqu'au moment où on doit payer cash en fatigue ou en épuisement voilà,
son rythme de travail. Je trouve ça, enfin voilà, c'est pas forcément un truc qui est très vite, très bien dit ou qui est dit publiquement quand c'est vécu. Les gens en parlent plus facilement quand ils ont dépassé le truc. J'ai eu un moment un peu dur été 2021 et non pas je me suis pété la gueule tellement fort que j'ai cru que j'allais pas récupérer mon nez. Donc merci de merci de partager ça. J'espère Voilà. le but, c'est pas forcément de faire peur parce que je commence à en parler un petit peu. Je suis toujours très prudente parce que je veux pas que les gens considèrent que ce que j'ai vécu et que le parcours que je vis avec mon entreprise, c'est la norme, entre guillemets. Parce qu'en fait, c'est juste le résultat de mes choix, de mes expériences. Et il y a des fois, je fais des très mauvais choix. Et ça a été une très mauvaise expérience. Donc, je pense qu'il y avait plein de moyens de l'éviter, ça, ce qui s'est passé. Mais effectivement, c'est quand même important d'en parler, de se dire, comme on disait en début d'entretien, là, c'est pas toujours tout rose, c'est pas toujours tout parfait, quoi. Mais ce que tu dis, c'est il y a plein d'endroits où on met la main dans le feu. C'est pas les mêmes pour tout le monde. T'en as qui vont mettre la main dans le feu sur la fatigue, t'en as qui vont mettre la main dans le feu sur mal gérer la trésorerie et se retrouver à quasiment C'est fermer ça. une boîte alors qu'elle marche. T'en as qui vont mettre la main dans le feu à pas du tout prendre soin des clients parce qu'ils veulent faire du fric rapidement. Enfin, il y a plein d'endroits où on peut. Enfin, je pense pas qu'on peut faire l'économie de l'expérience dans beaucoup de ces choses-là, en fait. Tout à fait. 100% d'accord. Et d'ailleurs, question, est-ce que tu as eu est-ce qu'il y a des déclics ou est-ce qu'il y a des moments de prise de conscience qui ont eu un impact particulièrement important, soit pour toi personnellement, soit dans le business? Oui, j'ai envie de dire, il y en a tout le temps. Si je dois résumer les plus importants, alors il y a le fameux, c'est mon mantra depuis le début, mais je pense que c'est ce qui m'a aidé à me lancer aussi vite et à progresser aussi vite, le fameux mieux vaut fait que parfait, que je répète à qui veut bien l'entendre et que je répète à longueur de journée. Donc, j'ai fait que lancer des trucs pas parfaits, qui étaient structurés, qui étaient clairs et tout, mais qui étaient imparfaits, et procéder par itération. Je suis une grande, grande fan du je lance et puis je peaufine au fur et à mesure de l'expérience et du temps qui passe. Il y a eu, en termes de recrutement, justement, comme on en parlait, le fait, et ça c'est compliqué à saisir, mais une fois qu'on l'a, je pense que ça nous économise tellement de problèmes par la suite, c'est que moi, je recrute toujours avec les besoins futurs en tête et pas avec les besoins immédiats. Exemple très concret, besoin immédiat, ma boîte mail déborde, mes messages débordent, je n'arrive pas à répondre aux commentaires de tout le monde, il me faut quelqu'un au service client. Besoin futur, ma boîte va grossir, il me faut quelqu'un qui gère une équipe de personnes qui répondent aux gens, qui gère une équipe de service client. Et donc, entre recruter quelqu'un qui a des compétences techniques en service client, etc., et des qualités humaines, et recruter quelqu'un qui a ces compétences-là, mais qui en plus est proactif et stratégique, qui a des compétences managériales pour monter une équipe à son tour, on ne recrute plus du tout le même profil de personne. Et donc, en fait, c'est ça, je recrute toujours en ayant en tête les besoins futurs et pour trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir évoluer et à leur tour construire une équipe, quoi. La casquette, ouais. La casquette de chef d'entreprise niveau 2. C'est ça. Mais alors, ça a été compliqué. Je crois que c'est une prise de conscience que j'ai fait vers avril-mai, quand justement je recrutais la personne pour le service client, là, comme je vous disais. Et ça a été un petit stretch dans ma tête à faire. Et puis même, on ne va pas se mentir, parce que quand tu recrutes ce type de profil, ça coûte 1000 fois plus cher aussi. Parce que tu payes pas les mêmes compétences, tu ne payes pas le même type de personnalité, les mêmes compétences et tout. Mais je pense que c'est vraiment de la vision sur le long terme et de l'investissement sur le long terme, à savoir que quand tu auras besoin de cette compétence, la personne elle sera déjà hyper formée, elle connaîtra son business sur le bout des doigts. Et voilà, moi je sais que si dans 6 mois, Lou, du coup, qui est au service client, je lui dis Lou, j'ai besoin d'une équipe de 5 personnes pour gérer pendant le lancement de la BSB, je n'ai pas à former une personne au business, quoi. Ouais, c'est clair. Vous avez des process ou c'est quoi le système un peu d'arrivée dans l'équipe de Beboost? Est-ce que toi, tu as mis des trucs bien en place ou est-ce que ça se fait aussi pour l'instant encore au feeling, au fur et à mesure? Plus préciser ça que tu meurs. On a des process même pour respirer chez nous. Ah oui, on n'est pas très flexible finalement. C'est pour ça, c'était bref. Après, moi, je suis déjà quelqu'un de très organisé, structuré de base, mais j'ai aussi une énorme part d'instinct, d'intuition. Sonia, qui est ma business manager, elle, pour le coup, c'est la structure 1 milliard de pas de plus sur moi. Donc, en fait, tous les process que j'avais déjà en place, elle les a amenés au niveau supérieur. Et oui, aujourd'hui, du coup, on a un process d'onboarding qui est très clair. Ça dépend après du rôle de la personne qui intègre l'équipe. Mais en l'occurrence, quand on recrute des postes clés ou des postes que je saurais clés dans le futur, il y a
un mois d'onboarding et un plan d'onboarding sur 90 jours. Mais le premier mois, il y a toute une première semaine d'imprégnation du business, de suivi des formations, où la personne se plonge en fait dans le pôle qu'elle va devoir intégrer. Ensuite, il y a toute une période, ce que j'appelle de shadowing, donc où la personne elle va faire ton ombre en fait. Donc, elle passe du temps individuellement en Zoom avec tous les autres membres de l'équipe pour apprendre à les connaître, les rôles de chacun. Et après, elle vient chez moi pendant 3 jours à Paris, où pareil, on passe 3 jours ensemble à bosser, elle me pose toutes ces questions et tout, etc. Et après, on se fixe des objectifs à J+16, J+30, J+45, J+90 et tout, quoi. Hyper structuré. J'aime. Hyper structuré. Mais ça, c'est aussi ce process d'onboarding-là, c'est avec Sonia aussi, en grande partie, qu'on l'a mis en place. Ok. On va passer à la dernière question donc on a structuré l'interview un peu, on a parlé de toi, de nous, enfin l'être, le faire, et du coup maintenant on va parler de l'avoir. Ouais. Et du coup, c'est ce qui vient, en tout cas dans notre philosophie, c'est ce qui vient en dernier, mais on en a déjà parlé de chiffre d'affaires et tout ça. Donc toi, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, du coup, on va dire sur The Bee Boost, il y a on est en 2021, 3 ans du coup, si j'ai bien noté. Et au bout de combien de temps tu as pu te payer convenablement? Et si tu veux nous préciser un chiffre ou une fourchette de ce que tu entends par convenablement, c'est bienvenu, parce que parfois, pour certaines personnes, un SMIC, c'est convenable, et pour d'autres, ça va être 5 000 €. Donc, voilà, au bout de combien de temps? Parlons chiffres, j'ai aucun problème à parler chiffres. Alors du coup, pour remettre les choses dans le contexte, comme je disais, pendant 1 an, ça a été un side business, ça a été juste une passion. J'ai lancé des petites formations en ligne. En tout et pour tout, ça a dû me rapporter 20 000 € dans la première année, tu vois, dans cette première année. Et ensuite, par contre, à partir du moment où je suis passée à temps plein dessus, donc septembre 2019, dès le premier mois, j'ai fait 5 000 € en lançant mes coachings. Et après, je suis plus redescendue en dessous. C'est-à-dire, j'ai peut-être fait un mois à 3 008 ou quoi, mais ça a été juste une fois. Et après, ça fait que monter exponentiellement. Et janvier 2020, du coup, c'était les 10 000 €. Et après, on a continué comme ça. Et du coup, là, tu pouvais te verser une vraie rémunération, quoi. Voilà. Alors, tout au début, ça fait partie des très mauvais choix que j'ai fait, des très mauvaises décisions d'un point de vue administratif. La première année, mon tout premier lancement, j'étais en entreprise individuelle. Donc, ce n'était pas une auto-entreprise, mais c'était une auto-entreprise sans plafond, avec une comptabilité où tu récupères tes frais, tu payes ta TVA et tout, sauf que tu es imposé sur ton bénéfice. Donc, pire décision de ma vie, parce que j'ai fait une année avec un bénéfice net de plus de 200 000 €. Donc, je ne vous explique pas les régularisations d'impôts que je me suis plantée, machin truc. Donc, à ce moment-là, je me payais un pourcentage en fait de ce que je gagnais, pas vraiment en termes de salaire mensuel. En fait, à ce moment-là, vraiment, dès que j'avais besoin d'un peu d'argent d'un point de vue perso, je me versais entre 1 500 et 2 000 par mois si on lisse. Et là, depuis, j'ai rectifié ma grosse connerie qui m'a coûté très cher. J'ai ouvert une vraie société. Et avec cette société, là, je viens de monter mon salaire et là, je me verse 4 000 par mois. Ok. C'est intéressant et merci de partager ça, parce qu'en France, on n'est pas trop par les chiffres, son salaire et tout. Je trouve ça intéressant de relativiser le salaire et le chiffre d'affaires, que c'est des choses très différentes. En plus, quand on a une équipe, on s'en doute, mais voilà, que c'est quand même des choses, des chiffres. Quand on débute dans l'entrepreneuriat, où moi je vois, j'ai un entourage, je n'ai pas d'entrepreneur, et quand je parlais de chiffre d'affaires, ils s'imaginaient genre ça allait dans ma poche, quoi. Bah oui, c'est bien connu, on est tous. Tu fais 1 million, tu ne te verses pas 1 million, comment ça? On ne comprend pas, tu vois. Donc, et l'équipe, elle est salariée? Pardon, ton équipe, elle est salariée ou elle est freelance, moite-moite? Alors, pour le moment, tout le monde est encore en freelance. Et parce que moi, j'ai des choix stratégiques à faire d'un point de vue évolution du business. Mais par contre, il y aura des salariés, il y a 1 ou 2 salariés sûrs qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Donc, on va dire qu'on est en cours de transition là. Ok. Et un peu pour clôturer, la question qu'on a envie de poser à tout le monde, c'est si on dézoome de ce business, ce moment, et qu'on imagine qu'on est le jour de ta mort. C'est génial pour clôturer une interview, dis donc. J'adore, ça met dans un bon mood. On clôture avec ta mort. Imagine que c'est le dernier moment et tout, et que tu te retournes et qu'il y a tellement de fierté sur ton parcours, et tu es tellement heureuse et contente de cette vie, de comment elle a été vécue. De quoi tu as envie de
d'être particulièrement fier, en fait? C'est quoi qui, si on prend quelques instants pour se mettre là, qu'est-ce qui, à ton avis, a particulièrement compté quand tu te retournes sur ta vie? Toi qui as 29 ans, donc pas très loin de la mort finalement. On est d'accord, hein. Ouais. Quand je suis sur Bah TikTok, oui. j'ai l'impression d'avoir mon cercueil déjà ouvert, quoi, tu vois. Alors, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à la reconnaissance et donc indirectement à l'impact que je peux avoir sur les gens. Donc, je pense que c'est comme ça que je mesurais la fierté, le niveau de fierté que je peux avoir, c'est en fonction de l'impact que j'aurais eu sur le monde, l'impact positif, tant qu'à faire, sur le monde autour de moi en termes de, grosso modo, combien de personnes ont pu développer leur business ou se lancer grâce à The Bee Boost, ce genre de choses, quoi. Donc, c'est l'impact, combien de personnes ont réussi à se lancer et ont bénéficié de tout ce que tu leur as apporté, en fait. Combien de vies j'ai pu impacter positivement en leur permettant d'être plus heureux, plus épanouis, plus riches, plus alignés, etc. Ok, trop bien. Mais on aime l'argent aussi. Hein. J'espère que mon cercueil sera incrusté de diamants aussi. Tu vois. C'est ce que j'allais dire. On n'a pas dit quel cercueil tu avais. On n'a pas dit quel cercueil. On n'a pas dit quel cercueil au pluriel. Tu vois. Parce que moi, il y aura un peu le jeu des dames. Tu vois, il y aura 10 cercueils. Il faudra deviner c'est lequel le bon. Quoi. C'est comme les gens avec leur truc de dés là, qui mélangent. Tu veux que ta mort, ce soit un truc où on ouvre le cercueil au pif et on dit elle n'est pas là. Alors, je sais pas, je suis en train de partir dans les délires chelous là. Pas partir dans les délires très bizarres. Ouais, c'est drôle. Moi, j'aime bien aussi. J'aime bien le principe, franchement. Je suis juste en train de me dire, c'est plus facile avec des urnes pour mélanger qu'avec des cercueils où il faut bouger tout le corps. Mais non, mais si t'es riche, tu fais ce que tu veux. Non, mais regarde, même l'or, on va encore plus loin. Tu as 10 tombes dans 10 cimetières différents et ton corps est que dans une. Allez, et les gens ils doivent deviner laquelle. Et tu crées un jeu de piste qui va les occuper pendant 10 ans, quoi, tu vois. Ça pourrait faire un super film pour Netflix, ça. Oui, tu peux te faire enterrer dans 10 endroits trop cool qui symbolisent des trucs pour toi, mais en fait, en vérité, tu n'es que dans un endroit. Ou alors tu te mets vraiment dans les 10, tu mets un pied à un endroit et un orteil à un autre. Ok, j'attendais ce moment où tu allais dire un truc gore comme ça. C'est devenu très morbide cette discussion. Mais c'est toi aussi, ouais, on clôture cette interview par ta mort. Bon, ok, allons-y allègrement, quoi. Carrément. Bah, moi, personnellement, je suis très satisfaite de cette fin. Ok. Parfait. Je pense que, ouais, parfait. Pour conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, Aline? Le plus simple, c'est mon Instagram. Donc, @TheBeeBoost. Et puis, pour ceux qui ont horreur d'Instagram, mon site internet où il y a le lien vers tout le reste. Ok. Merci beaucoup. Merci, Aline, pour toutes ces pépites et tout ce que tu nous as partagé pendant 1 heure quasiment. Hein, on a tenu le timing qu'on s'était fixé. C'est assez merveilleux. Yeah. Mais un immense merci à vous pour votre invitation. C'était trop cool. J'ai adoré. Ouais, super. Ouais, c'était trop bien. Trop bien. Merci beaucoup. Et puis, merci à ceux et celles qui nous regardent. Donc, on mettra de toute façon tous les liens pour te retrouver quelque part sous la vidéo, tout ça. Enfin, voilà. Bon, selon où sera cette vidéo. Mystère. Non, mais elle va être à plusieurs endroits, c'est pour ça. Ah, toi aussi, tu la caches à différents endroits du globe. Mais oui.